Les titres de la semaine. Charpente de l'Arena, 6000 tonnes d'acier. Archives départementales, La Défense, Tours et détours. Véligo pour stationner tranquille. L'acier, c'est qu'il est très sensible aux variations de température. Donc, il y a des allongements de température très importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend un différentiel dans un gradient de température de 10 degrés sur la mégapoutre qui est là, elle va s'allonger de 5-6 cm. C'est-à-dire qu'on a un appui qui est fixe, qui est de ce côté-là, et par contre on a un appui qui est glissant là-bas, qui permet à la poutre de se dilater thermiquement. C'est un défi quotidien de construire l'aréna de Nanterre. Le 23 septembre, l'installation de la charpente métallique a commencé. Il faut se rendre compte que ce n'est pas une charpente métallique standard, on fait vraiment un ouvrage d'art. On réalise un pont, une poutre de 150 mètres sur laquelle on vient appuyer tout le poids de notre structure et tout le poids du complexe de charpente. Donc c'est 6000 tonnes d'acier sur lesquelles vont venir reposer tout le complexe de toiture. Donc le complexe de toiture, donc d'abord on fait toute notre structure métallique et ensuite on vient recouvrir toute cette structure métallique d'un complexe d'1,50 m. En fait 1,50 m c'est pas 1,50 m plein, on a un complexe d'un premier 50 cm qui permet d'absorber une partie du son, une partie de vide, et ensuite on a un deuxième complexe de 50 cm qui évite finalement que le son se propage à l'extérieur. Sur le chantier, les délais restent serrés. La grue qui vient d'être installée a été transportée par 9 camions. Chaque phase de chantier est un challenge à relever. L'idée de base, c'est quand même que cette grue-là, elle doit partir février-mars. Si cette grue-là, elle part pas février-mars, ça va être un vrai exploit que de finir à l'heure. Mais on y arrivera forcément parce qu'on n'a pas d'autre choix d'y arriver. Et vous avez retrouvé facilement une entreprise pour reprendre le toit? Oui, parce qu'on s'est pris nous-mêmes. C'est-à-dire que c'était plus simple. C'était plus simple. Alors se prendre nous-mêmes, ça veut dire quand même recruter des gens qui savent faire, former des collaborateurs à nous à ce métier-là qu'on ne connaît pas, et Jean-Baptiste en fait partie. Un chantier titanesque qui attire toujours les curieux. Que je suis le projet depuis ses débuts, 3 ans, et que j'essaie de venir régulièrement. C'est la 3e fois. Je suis venu avec les associations de supporters. Je suis venu il y a à peu près 1 an, et avec le retard que ça a pris, je me fais encore une petite visite avant l'inauguration. Souvent je passe, mais c'est de l'extérieur. Donc quand on voit de l'intérieur, c'est immense. On voit que c'est un gros chantier, il a commencé il y a 3 ans. Aujourd'hui, il arrive sur sa fin, il manque plus que le toit, on dirait, et c'est impressionnant de se retrouver en plein milieu de la pelouse, et on se dit, plus tard, dans quelques années, ce seront vraiment des stars ou vraiment des gros matchs qui auront lieu à cette place. Donc ça, c'est la tour Zerfus qu'on revoit ici aussi. Et là, c'est le plan d'aménagement première version, c'est-à-dire avec des tours toutes de la même taille. C'est en se plongeant dans les archives de facto, l'établissement gestionnaire de la Défense, que Julien Le Magrès a eu l'idée de cette exposition. Tours et détours, visibles aux archives départementales jusqu'en juin 2017, retrace l'incroyable épopée de la construction du quartier d'affaires. L'histoire commence à la fin du XIXe siècle, au détour d'une statue. Alors en 1863 est installée sur le rond-point de la Domiline ou sur le sommet de la butte de Chantecoq, une petite colline aux confins de Courbevoie et de Puteaux, une statue de Napoléon, statue qui est enlevée pendant la guerre de 1870, et ensuite le socle est réutilisé à partir de 1880 pour y installer un monument commémoratif de la défense de Paris. C'est le sculpteur Barrias qui remporte ce concours, et donc sa statue est installée sur ce socle, au centre d'une très grande place qui donc prend le nom de la statue, la place de la Défense. 1958, le Centre national des industries et technologies, le CNIT, hisse la grand voile. 3 architectes sont à la manœuvre. Jean de Mailly, Bernard Zerfus et Robert Camelot. Donc ces 3 architectes, aidés d'un ingénieur, Nicolas Esquilan, construisent donc ce CNIT. C'est un bâtiment exceptionnel de par sa voûte, qui constitue encore un record de par sa portée. Dans les années 70, une question centrale se pose. Faut-il ou non construire un bâtiment sur l'axe dessiné par le nôtre entre le Louvre et le château de Saint-Germain ? Le parti pris des architectes concepteurs du quartier était de laisser la voie libre, continuer vers Saint-Germain, de mettre éventuellement un bâtiment de grande hauteur face au CNIT, mais rien sur l'axe historique. Sous la présidence de Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, les projets de Peille, Ayot
et Villerval sont successivement choisis sans aboutir. En 1981, Mitterrand a été élu président de la République et relance le projet Tête Défense à partir d'un nouveau cahier des charges où là, il est question de faire un monument de très grande ampleur. Et suite à ce concours international où 423 architectes font des propositions, c'est le projet de Grande Arche qui l'emporte. Projet proposé par l'architecte danois von Spreckelsen. Donc l'idée de faire une porte ouverte sur l'avenir, donc qui s'ouvre notamment sur Nanterre. La construction de la Grande Arche débute en 1985. Elle est inaugurée en 1989 à l'occasion des fêtes du bicentenaire de la Révolution. C'est parti. Allez, on coupe. Et voilà. Qui va au ruban. Mardi 20 septembre, la première consigne Véligo du territoire nanterrien était inaugurée à la gare Nanterre Université. 100 places, on a d'ailleurs encore 100 places en réserve si la demande était trop affluente, donc on a de la marge, donc c'est un investissement évidemment important qui est porté à 75% par le STIF et puis le reste par la commune d'ailleurs, parce qu'il est en maîtrise d'ouvrage de la commune, ce qui aussi est plutôt rare. Pour l'occasion, des animations gratuites et un atelier de réparation et d'entretien de vélos étaient proposés aux usagers. C'est la première consigne Véligo qui vient d'ouvrir en gare de Nanterre Université, la première d'autres consignes qui vont arriver aux autres gares de la ville. Donc c'est 100 places de stationnement vélo sécurisé avec un abonnement de 20 € par an, possible avec les personnes qui ont le Pass Navigo et les personnes qui n'ont pas le Pass Navigo. Il suffit juste d'acheter une petite carte à 5 € sur laquelle l'abonnement est téléchargé. Elle est ouverte de 5 h du matin à 1 h 30, premier RER, premier train et dernier train RER, tous les jours. Équipée d'une station de gonflage et de 10 prises de chargement pour les vélos à assistance électrique, Véligo vient étoffer l'offre de stationnement vélo déjà existante sur la ville. Aujourd'hui, Nanterre dispose d'un réseau cyclable de plus de 50 km et de 700 places de parking pour vélos. La suite en bref. Nuit Blanche 2016, samedi 1er octobre, à partir de 20h45, le collectif 12-12 présentera Acrylo numérique, une performance live entre street art et vidging sur le chantier de la gare Nanterre Université. Un show de danse hip-hop et électro lancera la soirée dès 19h45. Atelier Paper Toys. Octobre, c'est le mois des gamers dans les médiathèques. Mario Bros, Zelda, Final Fantasy ou Lara Croft, le 5 octobre à 15h, venez créer votre personnage de jeu vidéo en papier à la médiathèque du Petit Nanterre. Visite de l'entreprise Shell. L'Office de tourisme propose de découvrir les coulisses de cette industrie installée dans la ZAC des Guillerets le 12 octobre à 14h30. Un site de 13 hectares exploité depuis près de 90 ans, d'abord comme dépôt pétrolier, puis comme unité de production. Durée de la visite, 2 heures. Inscription au 01 47 21 58 02. Tout de suite, la question de la semaine. C'est avec peu de moyens que 4 scénaristes de Mantes-la-Jolie ont tourné un long métrage sur la corruption et le clientélisme. Le film Ils l'ont fait sera projeté au cinéma Les Lumières le 30 septembre à 20h30. Pourquoi l'association Made in Nanterre co-organise l'événement et soutient ce film ? Il met en avant de manière humoristique tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'engagement citoyen, sur le vote, sur son intérêt, et puis aussi sur les questions de clientélisme qu'on peut avoir au niveau de la politique. Donc c'était une base intéressante pour susciter du débat. Je pense que les jeunes et les habitants des quartiers populaires s'intéressent à la politique, ou en tout cas s'intéressent à la vie citoyenne de leur quartier, puisqu'on y voit beaucoup de solidarité. Ils sont assez sensibles sur ce qui se passe dans leur quartier. Pour autant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de gens inscrits, beaucoup moins de personnes qui sont mobilisées pour aller voter. Il y a
comme un peu partout en France, un réel désamour de la politique. Donc il y a vraiment un gros travail à faire pour les sensibiliser et leur montrer qu'au final, leur voix compte. Et je pense que, un peu comme partout, on a la sensation que aller voter, ça ne sert à rien. Et l'intérêt justement du film, c'est qu'il prouve que les choses peuvent changer à partir du moment où on va voter. Pourquoi ? Parce qu'au final, chaque voix a la même valeur et que numériquement, on peut essayer de faire bouger les choses. Encore faut-il s'y intéresser, s'inscrire et se bouger un tout petit peu. Merci de votre attention et rendez-vous le 3 octobre.